Bonjour à tous, bonjour à ceux que j'ai pas vus tout à l'heure, et bonjour à ceux qui étaient déjà là. Du coup, cette fois-ci, ça sera une petite présentation de l'extension PGVector, donc au sein de PostgreSQL. Alors, je suis pas du tout du métier de machine learning et de l'IA, donc vous m'en voudrez si je dis des bêtises sur la partie intelligence artificielle. Moi, je suis plutôt du coup DBA. Enfin, j'étais software développeur avant et je suis maintenant DBA dans une petite boîte qui s'appelle Loxodata et dans laquelle on fait du consulting, du support et de la formation autour de PostgreSQL du coup. Et donc j'ai découvert le métier de DBA il y a 2 ans parce que j'ai changé un peu de casquette, je suis passé de l'autre côté obscur, voilà, le métier de DBA du coup. Et donc ça c'est juste la présentation de Loxodata et ce qu'on fait, on fait donc voilà, de l'administration, de l'audit, de la formation, entre autres. Donc Postgre, moi je vais refaire du coup pour ceux qui étaient déjà à la même présentation, mais voilà, le projet c'était initialement créé par un certain Michael Stonebraker qui a d'ailleurs reçu un prix du Turing en 2014 si je ne me trompe pas pour ses travaux sur les bases de données relationnelles, donc un très bon grand monsieur. Et donc à l'origine c'était un projet universitaire qui s'appelait Ingress et une fois qu'il a pris la main dessus il a renommé en PostIngress puis c'est devenu PostgreSQL quand on a pris en charge le SQL, donc c'était en 96. Ça je vais le présenter juste après et donc c'est une licence Postgre donc type BSD, voilà, donc vous pouvez reprendre le code et l'utiliser à votre convenance. Et c'est géré par le PGDG, donc qui est le Postgres Group Development, Postgres Global Development Group, pardon. Et donc à l'heure actuelle, il y a pas mal de contributeurs. Le core team, les contributeurs qui ont le droit de comité, ils ne sont pas nombreux, ils sont une dizaine, mais vous avez des contributeurs au projet qui ne sont pas plus variés. Et vous avez donc c'est aussi eux qui maintiennent tout ce qui est repo pour les paquets sur Debian, Ubuntu, enfin tous les OS. Et ils organisent aussi tout ce qui est à plus grande échelle les conférences, mais d'une vue assez macro du coup. Donc comme je disais, donc, des versions, il y en a 5. Oui, c'est ça, 5. Donc la dernière version à être dépréciée, c'était la 12, c'était le mois dernier. Donc là, on en est à la 17. Et tous les trimestres, on a donc une version mineure qui sort, sauf si on a une vulnérabilité connue ou si on a, voilà, comme c'est passé la dernière release mineure qui était à 17.1, où ils ont introduit une régression et ça a été corrigé la semaine, ça sera corrigé la semaine prochaine du coup. Et donc voilà, ça je passais parce que c'était tout à l'heure, ça aussi je vais le passer. Bon, c'est les principes que respecte Postgre. Le plus important c'est voilà, le MVCC qui est la gestion des transactions, le principe ACID, le respect du standard SQL. Donc comme je disais, c'est un des moteurs qui respecte le plus le standard. Et puis après, surtout, on peut étendre le projet et notamment l'extensibilité. Ça, c'est le point fort de Postgre, c'est de pouvoir créer des extensions et du coup, sans toucher au noyau du moteur, de rajouter des fonctionnalités intéressantes à avoir qui ne sont pas par défaut. Et donc, en termes de communauté, bon, vous avez la doc qui est assez bien faite. Elle est aussi francisée. Donc, si vous êtes sur le site de PostgreSQL, vous allez voir, vous avez des Français qui maintiennent aussi la version en français. On travaille beaucoup avec des listes de diffusion. Vous verrez la fameuse mailing list PGSQL Hackers, c'est là où les contributeurs et les corps contributeurs discutent des prochains développements, des prochaines features. Et le wiki, puis surtout des conférences. Ouais. Vous pouvez assister à des conférences de Postgres. Vous avez la conf européenne qui est tous les ans. La dernière s'est passée à Athènes le mois dernier aussi. Ouais. Donc ça permet de regrouper tout le monde dans des événements en physique. Donc Postgre offre la possibilité d'étendre son noyau sans toucher au code. Donc on appelle ça des extensions qui font que voilà, on peut rajouter des fonctionnalités que tout le monde n'a pas besoin, mais que si vous en avez l'utilité, bah, vous allez pouvoir piocher dans un catalogue d'extensions. C'est assez large, vous avez un site, le PGXN, qui recense les innombrables extensions présentes. Et vous avez la plus connue qui est PostGIS, par exemple, qui rajoute une cartouche spatiale à Postgres. Et celle qu'on va voir là, c'est PGVector qui rajoute du coup la capacité de stocker et de rechercher des vecteurs du coup, sur Postgres, qui nativement n'a que des données de type scalaire, mais pas du coup de données de type vecteur du coup. Et avec cette extension, on va pouvoir le rajouter. Pour voir quelles sont les extensions que vous avez dans votre moteur de disponible, vous avez une vue qui s'appelle PG Available Extensions ou PG Available Extension Version qui vous permet de savoir quelles sont les versions disponibles. En général, vous avez des binaires installés, puis après vous avez à faire un Create Extension et vous avez du coup ajouté votre extension comme ceci.
Donc là, par exemple, j'ai pris le cas de PGVector. Donc vous voyez, sur une Debian, on fait du coup un sudo apt install PostgreSQL 17 vector. Puis on fait un create extension vector, tout simplement. Et puis par la suite, si on a besoin de monter de version, là on en est à 0.8. Donc vous faites un alter extension vector, update to et le numéro de version visé du coup. Et donc le PGDG, lui, il a des repositories pour apt, pour yum, et puis pour un tas d'autres OS disponibles. Les vecteurs, donc juste une petite introduction sur ce qu'est un vecteur. Je pense que vous avez tous les souvenirs d'algèbre que vous avez eu au lycée avec le fameux truc en 2D ou en 3D d'un vecteur. Là, on parle plutôt d'une représentation des données hétérogènes, donc de type image, audio, texte ou encore autre. Voilà, je pense qu'il y en aura encore plus. Donc c'est juste un tableau de données numériques, donc là, donc de réel. Et donc Postgre, lui, le stock, c'est un type réel avec le flottant sur 32 bits, donc 4 octets du coup. Donc là, vous avez un exemple. Et donc c'est dans un espace vectoriel de dimension finie, mais avec n dimensions. Là, on n'est plus sur 2 dimensions, 3 dimensions, on est sur des dimensions, avec les derniers modèles de langage, en fait, on est sur des milliers ou des dizaines de milliers de dimensions. Donc je pense je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais voilà, c'est plus du tout la même échelle. Et donc, c'est ce que je vous ai dit en dessous, donc les vecteurs sont produits par des modèles de langage, et en fonction de ce que vous allez piocher, ils ont des dimensions différentes. Par exemple, de mémoire OpenAI, c'est 1536 dimensions, mais d'autres produits peuvent avoir 300 ou 10 000, enfin voilà, ça dépend du modèle utilisé et de votre métier, de ce que vous en faites. Et donc, qu'est-ce qu'une base de données vectorielle? En fait, on attend une base de données vectorielle qui puisse stocker et rechercher des vecteurs. En anglais, vous retrouvez le terme embeddings. J'essaie de le franciser, mais je n'ai pas trouvé en français. C'est un plongement. Un plongement, voilà, merci. Plongement vectoriel, du coup. Un plongement vectoriel, c'est ça? Oui, pas un plongement. Plongement tout court? D'accord. Ok, d'accord, merci, ouais. Un plongement. Et surtout, du coup, d'avoir une indexation sur ces vecteurs performantes. Parce que vu les dimensions qui s'imposent au vecteur et le volume, en fait, il va falloir avoir une indexation qui soit performante pour faire une recherche quasi à temps réel. Par exemple, si on prend des chatbots, vous avez une réponse qui est quasi instantanée, donc il va falloir faire quelque chose du côté de l'indexation pour avoir une bonne base de données vectorielle efficace. Du coup. Et du coup, on fait de la recherche de similarité et proximité, parce que du coup, quand on fait de la recherche de vecteurs, on va calculer les distances de proximité entre vecteurs pour savoir s'ils sont similaires ou pas. Et donc c'est pour ça qu'on a des calculs de distance, et on a du coup sur l'opérateur, on a différents opérateurs de distance en fonction du besoin. Du coup. Et on a ce fameux algorithme Nearest Neighbor Search qui soit exact ou approximatif, mais du coup, voilà, ça va permettre de faire ça. Une base de données vectorielle, c'est ça qu'on attend du coup. Donc on veut qu'elle soit précise, on veut qu'il y ait des transactions. Ça, Postgre le fait de base, donc le côté transactionnel de mise à jour des données. Scalability, parce que vu les dimensions et le volume de données que ça représente, il va falloir assurer la scalabilité verticale de la base. Sécurité, on veut que les données soient en sécurité, que tout le monde n'y ait pas y accès, et donc on a une gestion fine des accès. La haute disponibilité, qu'on puisse faire du coup de la sauvegarde, de la restauration, du point in time recovery, donc c'est-à-dire revenir à un état avant incident, tout ce que c'est faire Postgre, et qu'on puisse faire d'une recherche hybride entre recherche de vecteurs et recherche de données scalaires, ou de la recherche texte. On peut combiner les deux, recherche vectorielle et recherche full text du coup. Donc ça, c'est ce qu'on attend d'une base vectorielle. Là, je vous ai mis un petit illustration que j'ai piquée à ce monsieur-là, qui est du coup l'état du marché sur les bases de données vectorielles. Donc, vous avez une infinité de bases, que ce soit des bases open source, des bases commerciales. Et nous, on se situerait ici, donc au Postgre. Donc il est dans un marché assez concurrentiel. Tous les jours, on voit des levées de fonds sur des sociétés qui possèdent des bases de données. Donc c'est un marché en pleine expansion. Et voilà, Postgre avec cette extension va un peu tirer son épingle du jeu du coup. Donc en cas d'usage, tout ce qui est système de recommandation, de la recherche d'images par similarité, du NLP, donc le traitement de langage naturel, que ce soit de la classification de texte ou j'ai mis du sentiment aussi, ouais. Les chatbots, avec le RAG c'est du Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire qu'on va
en plus de notre prompt, on va pouvoir envoyer des documents qui sont propres à notre métier, en fait, à notre besoin. Et détection d'anomalies aussi, dans les secteurs de la finance aussi, ça peut être un cas d'usage. Et la bioinformatique, tout ce qui est chaîne d'ADN, de brins d'ADN ou chaîne protéinique, ça peut se convertir facilement en vecteur et du coup on peut faire des choses assez intéressantes là-dessus. Les challenges, c'est ça, c'est toujours plus de dimensions. Chaque modèle de langage, on voit que les dimensions, enfin le nombre de dimensions augmente, donc ça fait croître les dimensions. Et toujours ce challenge aussi de précision versus approximation. Et le problème de stockage que ça va poser dans les index et les tables, et la mémoire aussi utilisée, parce qu'à chaque fois, on croit de plus en plus la taille des index et la taille le besoin de stockage augmente de façon exponentielle. Du coup. Et donc l'UPG Vector, c'est donc une extension qui a été créée par un certain Andrew Kane, donc, qui est un des contributeurs de Postgres, et qui a débuté ses travaux en 2021, donc ça remonte à quelques années déjà. La version courante, c'est la version 0.8, donc c'était à la fin du mois dernier. Donc il y a eu pas mal de mouvements, notamment depuis l'année 2023. On voit ici, par exemple, j'ai pris le Star History du projet sur GitHub. Vous voyez qu'à partir de début 2023, en fait, on a une croissance du projet sur GitHub. Et donc ça, c'était notamment suite aux engouements qu'on avait de l'IA avec tous les chatbots, le chat GPT, enfin, ouais, cette frénésie de choses comme ça. Et donc, qu'est-ce que PG Vector fait pour nous? Merci. Donc, il nous permet de chercher et de stocker des vecteurs. Donc, c'était un type de données que n'avait pas encore Postgre. Alors, on va pouvoir faire de la recherche exacte, mais aussi approximative. Et donc, on introduit deux types de vecteurs. Un type de vecteur de précision simple et demi-précision, également sparse aussi. Et des opérateurs de distance, parce que quand on fait du calcul de distance, on a... ici, vous avez 6 opérateurs, si je ne dis pas de bêtises, d'introduits. Pareil, vous avez la possibilité de l'attaquer avec plusieurs langages, donc du Python, du Rust, ce que vous voulez. Et donc, on bénéficie du coup, en plus de l'extension, de toutes les fonctionnalités éprouvées qu'on avait déjà de base sur Postgre. Donc la haute dispo, la sécurité. Voilà. Alors, pour démarrer, c'est assez simple. On a juste à créer une base et une table avec le colonne de type vector. Donc ça, c'est notre type vector. Donc ici, vous avez donc le embedding, donc le plongement, merci. Vous avez le nombre de dimensions à spécifier. Donc à chaque fois que vous allez utiliser un modèle de langage, lui il va vous imposer un nombre de dimensions, pardon. Donc il faudra le spécifier ici. Et ensuite, vous allez pouvoir du coup insérer vos données tout simplement dans votre table avec vos tableaux de vecteurs. Et pour rechercher, vous avez du coup l'occasion de le faire ici avec un simple select order by avec un opérateur de distance ici, votre cible, et vous pouvez du coup limiter comme vous voulez, par exemple ici 5 occurrences. Les opérateurs de distance ici, là il faut faire de l'algèbre, j'en ai pas fait mais voilà, il y en a beaucoup. Il y a la distance euclidienne, c'est de la distance directe entre deux points que pointe un vecteur. Vous avez le produit scalaire aussi, qui est, en français c'est aussi, je crois que c'est le produit scalaire. Produit interne, merci. Après, vous avez la distance cosinus aussi. Là, c'est plus la distance directe, mais c'est l'angle en fait entre deux vecteurs. Plus ils sont ouverts, et plus ils sont dissimilaires, et plus ils sont proches. Enfin, plus l'angle est petit, et plus les vecteurs sont proches du coup. La distance Alain ou Manhattan. Et puis après, vous avez les deux derniers, c'est des opérateurs uniquement pour les binaires en fait. Et ce qu'on appelle la quantification, on va voir, ça permet de réduire en fait la taille des vecteurs du coup. Donc ça, c'est ce qui est offert de base par PG Vector, du coup, en plus des types vecteurs. Là, par exemple, dans une requête, ça se présente comme ceci. Vous avez du coup, ici, là, une distance cosinus, enfin, une similarité cosinus. Elle est obtenue en faisant 1 moins la distance cosinus. Et donc, vous avez l'opérateur là de distance cosinus ici. Donc, vous faites select 1 moins votre cible avec la distance cosinus. Et là, vous avez aussi une distance type euclidienne, pareil, avec un autre opérateur. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la slide. Mais voilà, vous avez différents types de distances. Et ça, c'est pareil sur les langages
les modèles de langage, ils vous imposent des nombres de dimensions, mais ils vous imposent aussi des fois des distances. Voilà. Ils vous disent ça marche bien pour la similarité cosinus et les distances euclidiennes, mais pas la distance L1 ou autre. En termes d'indexation, ça c'est le cœur du problème, c'est pouvoir indexer de façon efficace les vecteurs. Et donc on a soit une recherche exacte, donc on va faire un scan séquentiel de la table pour chercher tous les vecteurs qui correspondraient à votre cible, ou alors la recherche approximative. Et là on va du coup appeler des index. Donc PGVector a implémenté deux types d'index, le IVF-Flight et le HNSW. Et donc ça c'est de la recherche approximative, c'est-à-dire qu'on va se baser sur une approximation en fonction du calcul de distance. On ne va pas retrouver tous les éléments, mais on va retrouver une partie, et on va appeler la notion de recall, donc un rappel en français, qui est le nombre de résultats corrects attendus parmi tous ceux qui sont présents. Et donc c'est un comprimé entre performance, donc temps, durée de construction de l'index, mais aussi de recherche, de requête, et le rappel, savoir si on retourne combien d'éléments pertinents parmi tous ceux qui sont disponibles. Donc le premier, le HNSW, donc c'est Hierarchical Navigable Small Words. Donc c'est en fait basé sur un graphe multicouche. Donc on peut avoir par exemple 3 couches, 1, 2, 3. Et en fonction des couches, les vecteurs vont être plus ou moins denses. Plus on descend dans les couches, plus ils vont être denses. Et donc on va avoir un parcours de graphe pour du coup être plus efficace. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on n'a pas besoin de données à la construction de l'index. On crée l'index et puis on peut populer les données au fur et à mesure, alors que dans l'autre index, il va falloir avoir des données avant de créer l'index. Et donc, par exemple, la durée d'indexation là, va dépendre du nombre d'éléments présents. Et donc, plus votre graphe va être gros, plus vous allez avoir de données et plus l'ajout de nouveaux vecteurs va faire monter votre durée d'insertion. Donc ça, c'est un petit graphique que j'ai aussi emprunté, qui est du coup la représentation en couche de cet index. Donc on commence par ici, par le haut. Donc vous avez un vecteur ici. Ensuite, pour aller à une autre couche, on prend un point d'entrée ici, et on va regarder quels sont les plus proches voisins. Et ensuite, là où on a pris celui-ci, et après on descend à la couche suivante, et on fait pareil, on regarde quels sont les plus proches voisins. Donc là, on a sélectionné 3 par rapport à cet index-là d'entrée de cible de recherche. Du coup. Donc ça, c'était pour le premier type d'index. On a aussi le deuxième... Ah oui, pardon, les paramètres de construction, c'est vrai, c'est important. Vous avez 2 paramètres juste à la construction de l'index. C'est le M, c'est le nombre maximum de connexions entre les vecteurs. C'est par couche. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, on avait ici, on peut avoir tout un tas de vecteurs. Et on prend du coup le nombre maximum qu'on veut dans ce paramètre-ci, le M. Par défaut, il est passé à 16 avec PGVector. On a aussi le F construction qui est le nombre de vecteurs candidats dans le voisinage quand on construit l'index. Et ça, pour la partie construction et la partie recherche, on a un autre paramètre qui s'appelle le F search qui est par défaut à 40. Et ça, c'est pareil, c'est le nombre de vecteurs candidats par voisinage, mais pour la requête, pas pour la construction du coup. Voilà, ça c'était pour le premier index. Le deuxième index, le IVF-Flat, lui, il est basé sur la création de listes, de clusters, de vecteurs. Et donc, on utilise l'algorithme K-means, donc qui est recherche de centroïdes. Et donc là, ce que je disais, c'est qu'on a besoin d'avoir des données dans les tables avant de construire l'index. Alors que dans l'autre index, on n'est pas obligé d'avoir des données. Et là, la durée d'insertion, il est liée au nombre de listes, pas au nombre de vecteurs du coup. Les fameux centroïdes. Donc ici, là vous avez un index qui est déjà construit. Donc vous avez ces petites zones, là ce sont les clusters, donc vos listes qui sont regroupées. En fait, l'algorithme va créer un centre à ces groupes de vecteurs. Et quand vous allez faire une recherche, par exemple ici, celui-ci, on va chercher quels sont les plus proches parmi ces vecteurs-ci, mais aussi parmi d'autres clusters. Et vous allez pouvoir paramétrer le nombre de clusters que vous voulez visiter et le nombre de vecteurs que vous voulez avoir dans votre liste. Donc pareil, on a un paramètre liste, ici pour le nombre de listes. Et on a aussi un paramètre de recherche qui s'appelle ici probes, qui est le nombre de listes dans lequel chercher. Par exemple ici, vous voyez qu'on a un vecteur là, qui se trouve dans la liste nommée A, mais qui se trouve à la limite avec une autre liste. Et donc si on n'avait pas si on lui spécifiait qu'une probe, donc 1,
ou paramètres précédents, on n'aurait cherché que dans cette liste-ci, mais on voit ici qu'il y a d'autres vecteurs qui pourraient être plus candidats à être similaires à notre cible en fait. Donc pour ça, on peut spécifier ici qu'on veut 2 ou plus en fonction de ce qu'on veut, et du coup on recherchera plus de listes du coup, qui soient adjacentes. Et en termes de filtres, du coup on a beaucoup de filtres. Le premier c'est les closeware, ça comme on fait du SQL classique. Et pour les recherches, on peut faire appel à tous les types d'annexes qu'on a dans Postgre, donc du B-tree, du hash, du gist, du gin, du brin. Enfin, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est trop court. Là. Mais on a aussi la possibilité d'utiliser des annexes partielles, multicolonnes. Donc les annexes partielles, c'est quand on fait appel à un index où ici on a une clause where, donc on peut du coup donner une clause where. Les multicolonnes, c'est qu'on peut indexer plusieurs colonnes dans l'index, ou le partitionnement, le partitionnement, c'est une fonctionnalité de Postgre qui permet de partitionner une table, une table principale en plusieurs tables filles, et selon une clé, et ça peut être par liste, par clé ou par hash du coup. Par range, par liste ou par hash. Et en version 8, donc la toute dernière, merci, on a eu l'ajoutée de l'itération de scan d'index. En gros, quand on fait un scan d'index approximatif, on va scanner notre index, on va récupérer des résultats, après on va appliquer les filtres. Les filtres sont appliqués juste après le scan de l'index. Et si en ayant filtré vos données, vous n'avez pas assez de résultats, en fait, on a la possibilité de continuer le scan une nouvelle fois et d'itérer à chaque fois en fait, là-dessus. Donc c'est ce que propose ça, le scan itératif. Et on a deux paramètres pour les deux types d'index, le strict order ou le relaxed order, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer sur le tri, voilà, le tri des résultats. Et on peut aussi configurer le nombre maximum de résultats qu'on veut scanner avec ce paramètre-ci aussi. Le max scan tube pour le HNSW ou le max pro pour le IVF flat. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'était la quantification. Donc en anglais, c'est quantization, donc je ne suis pas sûr du terme en français, mais voilà, j'ai compris comme quantification. Ouais. En gros, c'est le fait d'avoir des... En fait, le vecteur de base, il fait 32 bits, donc 4 octets, donc c'est un réel à virgule flottante. Mais du coup, on a la possibilité de le réduire, du coup, de taille. Et donc, on va pouvoir avoir, par exemple, ici, on a le demi-précision type half-vec, qui fait que la moitié des bits, en fait. Et on va aller même jusqu'au type bit, qui est un type propre à Postgre. On n'a qu'un bit, donc on passe de 32 bits à 16 ou 1 bit. Et en gros, on va pouvoir... alors c'est un compromis entre du coup la taille d'index et la précision, et on va pouvoir du coup grandement réduire nos vecteurs. Pardon. Donc ça permet de réduire le stockage, réduire la taille de l'index sur disque et la mémoire, parce que les index sont chargés en mémoire quand on les requête, et donc ça fait voilà, beaucoup moins de place prise en mémoire et en disque. Merci. Et voilà. J'ai fini pour cette petite présentation de PG Vector.